Bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs, tous les internautes qui sont en train de nous regarder de partout. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes très heureux de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour regarder ces magazines Noir sur Blanc. Noir sur Blanc, c'est un magazine qui passe sur la télévision C24+. Nous sommes là pour discuter ou bien pour faire les analyses sur la situation politique du pays. Noir sur Blanc, aujourd'hui, nous allons parler ou bien faire une analyse sur les 24 présumés candidats à la présidentielle du 20 décembre prochain. Bien que la liste définitive n'est pas encore sortie, mais nous allons quand même essayer de voir chacun des candidats quel poids politique il représente en République démocratique du Congo, et puis plus loin voir ses chances pour être élu président de la République. Et pour en parler, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec Monsieur Pablo Mubumu. Il est cadre de Nouvel Élan et puis communicateur de ce parti politique. Monsieur Pablo, bonjour. Bonjour messieurs, je ne m'appelle pas Pablo Mubumu, c'est Pablo Mubungu. J'ai dit aussi bonjour à mon co-débatteur. Je dois aussi profiter de cette occasion rapidement pour dire bonjour aux téléspectateurs. J'ai salué également les autorités de mon parti et en particulier les nouveaux présidents et à la personne de M. Adolphe Muzito Fumonti qui vient de prendre la place de M. Paul Mboma qui ne l'est plus depuis les congrès que nous avions organisés il y a quelques temps. Merci bien. Je pense que vous êtes en bonne santé. Bien sûr que oui, je me porte bien et je rends grâce à Dieu à cause de cela. Vous aussi, ainsi que mon co-débatteur, je crois que vous vous portez bien et je m'en félicite tout naturellement. Merci beaucoup. Et puis nous avons Monsieur Freddy Tchoubobois, il est coordonnateur de l'ICR, Union congolaise pour la République. Monsieur Freddy, bonjour. Bonjour John Eli. Est-ce que vous êtes aussi en bonne santé? Par la grâce de Dieu, on dit oui. Je salue Pablo qui est en face de moi. Merci. Je salue l'ingénieur qui est dans les machines là-bas pour apporter notre image très loin. Je salue tous ceux qui vont nous suivre partout au monde et en République démocratique du Congo. Je salue les autorités du pays, à l'occurrence le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je salue aussi toute la population de la ville-province de Kinshasa. Et surtout, je salue la population du Kasaï oriental, de la ville de Mbujimaï, où je suis candidat député provincial. Est-ce que ça se porte, ça va bien dans ICR? Oui, l'ICR se porte bien. Nous sommes membres de l'Union sacrée. Nous sommes aussi en même temps candidats député provincial dans la province du Kasaï oriental. Et je pense que c'est pour répondre à notre engagement patriotique afin d'apporter notre contribution tant morale, intellectuelle, spirituelle pour l'éclosion de notre pays, en commençant par la ville ou la province du Kasaï oriental. Donc je crois dans ce sens-là je salue tout le monde en Mbujimaï. Merci beaucoup, Monsieur Freddy Tchoubobois. Nous sommes déjà là, chers internautes, fidèles téléspectateurs. L'émission a déjà commencé. D'entrée de jeu, nous allons d'abord voir la situation qui se passe à l'est du pays. Il y a quelques jours, le groupe Wazalendo ont fait déloger les M23 dans certaines entités et nous allons essayer de voir comment est-ce que nos co-débatteurs ici analysent cette situation avant d'entrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui. Nous commençons avec Monsieur Pablo Mubungu. Monsieur Pablo Mubungu, comment avez-vous analysé la situation de Wazalendo à l'est du pays? Wazalendo, c'est un groupe irrégulier
Ce n'est pas une partie de l'armée nationale. Un groupe irrégulier, des jeunes résistants au niveau de l'Est dans la contrée où il fonctionne, c'est un signe de l'absence de l'État, un signe de l'évanescence de l'État. Parce que dans un pays où l'État est fort, l'État fonctionne normalement et harmonieusement, et dans un pays où l'État existe réellement sur toute l'étendue du territoire national, on ne peut pas avoir des troupes irrégulières. Et les M23 occupés depuis très longtemps l'espace où ils sont chassés par les Wazalendo. Et aujourd'hui, cet espace-là est occupé par les Wazalendo et non par l'armée nationale. Bon, c'est quand même un mal nécessaire. Mais le gouvernement et les M23, ou bien l'armée régulière et les M23 ont signé un cessez-le-feu. Oui, le gouvernement et les M23 ont signé un cessez-le-feu. Donc l'armée nationale ne peut pas attaquer pour le moment les agresseurs du M23, parce qu'en réalité, c'est les Rwandais qui est là au travers de ces groupes armés qui équiment la partie est du pays où il est en train d'opérer. Et les Wazalendo... Alors vous comprenez que là, il n'y a pas l'absence de l'État. Si, des jeunes courageux. Mais je viens de souligner que les Wazalendo ne constituent pas une partie de l'armée nationale. Ce sont des jeunes courageux résistants qui ne veulent pas que leur espace puisse continuer d'être occupé par des agresseurs. C'est pourquoi ils se sont mobilisés et ont, comment dirais-je, fait tout ce qu'ils ont trouvé nécessaire pour pouvoir bouter d'ailleurs le M23 là où ils étaient. Aujourd'hui, ce sont les Wazalendo qui occupent, et l'armée nationale est toujours à l'écart dans le cadre du respect du cessez-le-feu. Nous avons tout intérêt à faire de telle manière que l'État puisse jouer complètement son rôle. On ne peut pas avoir... je viens de souligner que c'est quand même un mal nécessaire qui nous a permis de recouvrir la partie du territoire qui était entre les mains du M23. Pas toute la partie du territoire, une partie seulement. L'État doit fonctionner de telle manière que nous puissions avoir une armée qui puisse protéger l'intégrité du territoire national, de telle manière que nous ne puissions pas avoir le développement des groupes irréguliers, puisque ça peut s'avérer, comment dirais-je, dangereux pour nous-mêmes. Parce que après avoir chassé les M23, ils vont faire quoi? Ils ont occupé, avec les armes. Ils ont occupé les territoires qui ont été avec les armes à feu. Avec les armes à feu, sans emploi, ils vont faire quoi avec les territoires nationaux qui est actuellement sous leur autorité? C'est ça les questionnements qu'il faut se poser. Et ça, c'est une situation dangereuse. Nous avons toujours préconisé que nous puissions bien équiper l'armée nationale. Et pour ça, il faut au moins un budget d'1 milliard. Et pour que les militaires soient bien payés, pour qu'ils soient bien équipés, pour que l'armée nationale puisse être dans les conditions qui puissent lui permettre de pouvoir protéger l'intégrité du territoire national, de pouvoir sécuriser tous les territoires nationaux, ainsi que nous-mêmes qui sommes dedans. Notre pays, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas du tout perdre, puisque au cas où nous allons perdre notre territoire national, on deviendrait des apatrides, et donc des citoyens sans État, sans territoire, et ce serait compliqué pour nous tous. Donc nous avons intérêt à ce que nous puissions avoir une très bonne gestion, puisque tout ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays, c'est tout simplement un des effets de la mégestion. Nous devons donc instaurer la bonne gestion pour que la bonne gestion puisse nous générer une bonne armée. Une bonne armée n'aura pas besoin d'être aidée par un groupe irrégulier pour pouvoir, comment dirais-je, sécuriser toutes les nations du territoire national. Merci beaucoup, monsieur Pablo, qui est communicateur de Nouvel Élan de Adolphe Muzito. Monsieur Freddy Tchouboboa, à présent, il y a des entités qui ont été occupées par le M23, qui sont entre les mains de Wazalendo présentement. Qu'est-ce que ces groupes armés va faire avec ces entités qu'il a occupées?
après. Merci John Eli. D'abord, je voudrais... Bon, je réponds à votre question afin pour rencontrer mon frère Pablo. Pablo, oui. Je vous l'ai dit déjà que les Ouazalendo ont fait un communiqué pour demander à l'armée régulière, à la police, de venir occuper toutes les parties où ils ont délogé le M23 et de commencer déjà à organiser l'enrôlement. Alors le Ouazalendo l'ont fait avec, des mèches avec le gouvernement. Ils ont fait le communiqué, je ne dis pas ça. Ouais. Ça c'est leur communiqué. Est-ce que le gouvernement va répondre ou pas? Parce qu'il observe un cessez-le-feu. Et je vous réponds encore, le fait d'aller réoccuper ces endroits-là ne viole pas les cessez-le-feu du gouvernement parce qu'ils n'ont pas ouvert le feu. Donc, il y a l'absence de la sécurité et l'État a le devoir d'aller sécuriser. C'est ainsi qu'on peut envoyer la police et l'armée pour aller sécuriser ces gens-là qui, pour le moment, sont supposés être sans sécurité. Parce que les Ouazalendo, à leur nombre, ils ne conviennent pas. Je voulais vous rappeler que tous les Massissi, le territoire des Massissi est libéré. Donc, aujourd'hui, le M23 ne se retrouve qu'à Rutshuru. Dans les territoires de Rutshuru. Il y a Massissi et Kichanga, je pense. Non. Les territoires, c'est... Kichanga, ce sont des localités. Des localités, voilà. Le Massissi, c'est-à-dire les Kichanga et les Bouiza et les autres, c'est déjà libéré. Donc, c'est à peu près 16 localités où ils ont délogé les M23. Et les M23 sont maintenant là seulement dans le Rutshuru. Avec avec Bunagana et les autres localités. Donc, la cité de Bunagana et les autres localités où ils se retrouvent encore. Et les Ouazalendo sont en train d'aller, ce qui veut dire qu'ils ont, eux, demandé à la République démocratique du Congo, à l'armée régulière de venir réoccuper. Ça montre aussi l'aspect patriotique de ces groupes. Donc, d'abord, ils ont demandé à la population pardon. Ils ont pondu un communiqué, donc ils ont fait des meetings pour demander, quand ils sont rentrés à là où on avait les M23 avaient fait beaucoup de massacres ici. Ils sont rentrés pour demander pardon à la population pour ce qu'ils avaient fait de mal à la population. Et après, ils ont demandé à ce que l'armée régulière vienne réoccuper. Je voudrais dire à mon frère qui dit que l'armée n'a pas... il faut un budget d'1 milliard. Je lui rappelle, pour eux, de Mouzito, il faut un budget d'1 milliard. Je vous rappelle que le budget de la loi de programmation est de 1,6 milliard. Donc, quand vous parlez d'1 milliard, vous êtes encore en retard. Oui, Ouazalendo, ils remplissent, quand vous dites qu'ils sont irréguliers, c'est un groupe irrégulier, je n'en disconviens pas. C'est irrégulier par rapport au quoi? Parce que nous sommes dans le cas de force majeure. Le pays est attaqué par l'ennemi. Donc, si un citoyen congolais, aujourd'hui, trouve qu'il faut... Parce qu'on dit que la survie de l'État est la loi suprême. Si aujourd'hui, un citoyen congolais trouve que son pays est malmené, il vient le défendre, ce n'est même pas contre la Constitution. Oui, donc ça, ça veut dire qu'ils ont agi pour le bien, sont des patriotes. Nous ne pouvons pas les décourager. Ça ne veut pas dire qu'il y a absence de l'État. C'est comme on vient de vous dire, il y a eu des accords signés des chefs d'État pour observer un cessez-le-feu, et ces accords lient notre armée. Et il n'y a pas d'autre solution que des compatriotes qui ne sont pas engagés dans l'armée puissent attaquer ceux-là qui continuent à tuer, et pendant que ces gens-là étaient là, ils continuent à tuer, à piller. Merci. Alors, merci monsieur Freddy Tchouboua. Nous entamons notre sujet. Si je peux réagir à ce qu'il vient de dire. Vous allez avoir le temps de réagir, mais quand même, je vais vous donner 3 minutes, comme ça vous allez conclure ce sujet. Monsieur Pablo, alors, vous avez 3 minutes. Oui, il vient de parler de la loi des programmations. Moi, les 1 milliard dont
je viens de parler, c'est le minimum. Et c'est pour chaque année pour l'armée nationale, selon la proposition de notre leader qui est totalement objectif. Ce n'est pas politicien. C'est objectif et patriotique. Puisque ce n'est pas dans l'intérêt des nouvelles élans seulement, c'est dans l'intérêt de nous tous. Puisque quand les militaires vont commencer à être très bien payés, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, et ils vont avoir un moral qui va leur permettre de pouvoir faire un travail qui puisse sécuriser tout le monde. Et je ne l'ai pas dit de manière politicienne. Oui, les Ouazalendo sont des patriotes. Oui, je n'en disconviens pas. Ils sont totalement patriotes. Et ce qu'ils viennent de réaliser là, en tout cas, c'est bien. Mais nous devons reconnaître que les Ouazalendo ne constituent pas, comment dirais-je, une portion de l'armée nationale. Et c'est inquiétant, puisque nous sommes un pays qui devons avoir une armée qui soit capable de pouvoir sécuriser tous les territoires, toute l'étendue du territoire national. Être aidé par les Ouazalendo comme ça, bien que cela soit patriotique, ça doit nous amener à nous poser des questions sur la manière dont notre État est organisé, sur la manière dont notre armée fonctionne, sur la manière dont notre armée opère sur le terrain. Nous avons une armée qui enregistre de plus en plus des échecs, et cela, ce n'est pas à encourager, ce n'est pas du tout à défendre. Au début de mon intervention, lors de ma première prise de parole, j'avais évoqué les cas de la France, si je ne me trompe pas, en disant que c'est un pays qui n'a pas besoin des groupes armés nationaux pour pouvoir sécuriser l'intégrité du territoire national français. Puisque c'est une armée ils ont une armée qui est très forte, une armée qui peut même aller prêter main forte aux armées étrangères. Nous devons arriver à ces niveaux-là. Ouazalendo, son action sur le terrain, je me répète, elle est patriotique, mais en même temps, c'est un effet de l'évanescence de l'État. C'est là que nous avons un État évanescent. Et vous savez, dans la partie est du pays, nous avons des richesses colossales dans les sols et dans les sous-sols. Et nous sommes un pays très convoité par des pays étrangers. Et donc, le fait de se doter d'une armée très très dissuasif, une armée très efficace est un impératif de la vie nationale. On ne peut pas parler par rapport à cet aspect des choses avec des couleurs politiques. Nous devons parler avec patriotisme, et notre patriotisme doit s'exprimer sur fond de l'objectivité. Parce que l'armée, ce n'est pas n'importe quel compartiment de la vie nationale. Merci. L'armée, c'est la sécurité, c'est la garantie de l'intégrité territoriale. L'armée, ce n'est pas pour l'opposition, ce n'est pas pour la majorité. L'armée, elle est ta politique, comme le souligne bien la Constitution. Et donc, quand on en parle, il faut que nous puissions seulement demeurer dans l'objectivité, dans la scientificité, pour que nous puissions apporter des éléments susceptibles de permettre à ce que les gouvernants puissent savoir comment orienter l'ère politique militaire en vue du fait que tout ce que nous sommes en train de déplorer puisse prendre fin. Merci. Monsieur Freddy Tchoubobo, vous avez aussi la parole. Oui, monsieur Dionelli, je suis très content de suivre mon frère, mais je crois qu'il ne m'a pas suivi. Quand je parlais de la loi de programmation, c'était beaucoup plus scientifique ce que vous avez dit. Parce que la loi de programmation, c'est une loi qui est déjà promulguée, qui montre comment notre armée va monter en puissance. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer que depuis que Félix Tshisekedi est là, il y a plus de 70 000 militaires qui sont formés en République démocratique du Congo et formés dans des grandes académies, formés correctement. Et vous avez même suivi que les M23 disent qu'à côté de Ouazalendo, il y a des snipers. Nous n'ouvrons pas ce débat-là. Et vous avez même suivi qu'il y a eu vol de tenues. Nous n'ouvrons pas ce débat. J'ai suivi Willy, vous êtes en train de laisser les téléspectateurs dans leur soif. Nous avons une armée pour le moment qui est montée en puissance. Vous avez suivi le chef de l'État lui-même dire que nous sommes prêts à faire face à toute éventualité. Donc, nous avons une armée rassurante qui peut faire face. Et tout ce que vous entendez à l'Est là,
nous ne pouvons pas entrer dans la stratégie militaire. Donc, laissez les patriotes faire. Quand vous parlez de Ouazalendo, mais quand l'Ukraine a été attaquée, vous n'avez pas vu les civils venir aller à la guerre? Vous n'avez pas vu des gens quitter des pays pour aller sauver leur patrie? Vous n'avez pas vu des civils prendre des armes pour aller attaquer la Russie, pour aller combattre contre la Russie? Alors, en quoi les Ouazaliens sont différents de ces patriotes de l'Ukraine? Vous avez parlé de la France qui a une grande armée, mais je vous dis que vous êtes en retard d'information. Au Mali, l'armée française a dit qu'elle n'était pas en mesure de faire la guerre d'une haute intensité. Et quand vous parlez que l'armée française c'est la plus forte, quelle forte? Non, je n'ai pas dit que c'est l'armée la plus forte. Non, vous dites que c'est une bonne dit. armée. Mais vous suivez Macron tout le temps dire que la sécurité de l'Europe, mais ils ont sous-traité la sécurité de l'Europe par l'OTAN. C'est les États-Unis qui sécurisent l'Europe. Quelle armée vous parlez des Français? Donc, ce sont des gens qui sont sous pression sur le plan, ils sont même en retard sur le plan de l'armement. Ils le reconnaissent, Macron les reconnaît. On reconnaît même quand on parle de la sécurité dans l'ensemble de l'Europe. C'est l'OTAN avec un budget colossal des États-Unis qui sécurise l'Europe. Donc, il y a même les militaires américains qui sont là pour veiller, veiller sur la vie des Européens. Donc, ne me parlez pas de choses que il faut avoir suffisamment d'informations pour parler de certaines choses et que raconter alors que j'ai beaucoup de respect pour vous. Donc, je vous répète que les Ouazalendo sont des patriotes. Et vous suivez de l'autre côté, on vous dit que parmi les Ouazalendo, il y a des snipers. Donc, je vous dis que notre armée est aguerrie. Il y a des parachutistes, vous suivez, depuis que Mobutu est parti, pendant 18 ans, il n'y a pas eu formation des militaires. C'est ainsi que nous avons eu la plus faible armée du monde. Dans quelques 5 ans que Fachi est là, il y a des choses qui se sont améliorées au niveau de notre armée. Ils ont des cantines, ils ont maintenant des cantines qui sont approvisionnées, ils ont maintenant des tenues militaires renouvelées, des armes, ils sont bien équipés. Et je pense que c'est ainsi que ça va. Même avec les salaires, ça va suivre. C'est déjà amélioré, mais il faut améliorer davantage pour que nous puissions avoir une armée dissuasive à la dimension d'un pays continent que nous sommes. Et merci. Je vous dis que nous sommes déjà à un effectif. Kabila nous a laissé avec un effectif de 140. Parce qu'il avait trouvé Mobutu qui avait, je crois, 90 000. Et pendant quelques temps, ils ont ajouté ici 30 ou 40 000. Mais aujourd'hui, nous avons un effectif de plus de 200 000. Nous arrêtons avec ce premier sujet. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous allons faire les analyses sur les 24 candidats à la présidentielle du 20 décembre prochain. Nous savons bien que le dépôt des candidatures à la présidentielle a été arrêté. C'était le dimanche 8 octobre dernier et que la CENI a enregistré 24 candidats. Comment est-ce que vous analysez dans un pays où il y a plus de 20 candidats comme ça pour un seul poste? Est-ce que c'est bien de votre côté? Nous commençons avec vous, Monsieur Pablo. Bon, je voulais d'abord faire une mise au point. Le dépôt des candidatures n'a pas été arrêté, c'est arrivé à son terme. Oui. Bon, la CENI a clôturé oui, de prendre, selon les temps impartis à cela par la CENI. C'est la démocratie, avoir plusieurs candidats, ce n'est pas du tout mauvais. C'est que moi je trouve mauvais je dois informer la population qui nous suit qu'il y a 24 candidats. Et que dans les 24 candidats, il y a 18 indépendants. C'est seulement 6 candidats qui sont portés par des partis et regroupements politiques. Et ce que moi je trouve bizarre, c'est le fait qu'il y a un nombre très important des indépendants. Quand on est un candidat président de la République, on a l'ambition de pouvoir diriger l'État. Il faut faire montre de la capacité de pouvoir réunir plusieurs personnes autour de soi. Le fait d'aller seul dénote qu'on n'a pas la capacité de réunir plusieurs personnes autour de soi. Ça dénote aussi le fait qu'on n'a pas la capacité de pouvoir convaincre un bon nombre de personnes dans un parti politique, dans un regroupement politique, pour qu'ils puissent adhérer à votre projet et qu'elles puissent vous porter comme candidat
président de la République. Et dans l'avenir, il faudra que nous puissions, dans la loi, avoir des dispositions empêchant que l'on puisse se présenter comme indépendant. Les partis politiques ont pour rôle de pouvoir produire les hommes d'État. Les partis politiques ont pour rôle de pouvoir participer à la formation politique de la population. Les partis politiques ont pour rôle de pouvoir produire des projets de gestion de l'État. Maintenant, quand on vient en indépendant comme ça, moi je crois que c'est dangereux. Et on doit avoir un parcours politique, on doit avoir un parti politique où vous militez comme militant. Et en tant que militant, quand vous militez avec les autres, il y a des formations dans nos partis politiques. Vous apportez votre projet. Il y aura d'autres personnes au sein du parti qui vont apporter des éléments jugés nécessaires pour que les projets soient améliorés. Un candidat président de la République doit vivre dans un environnement pareil. Venir comme un indépendant, pour moi en tout cas, ce n'est pas du tout bien. Et il faut qu'au niveau de la loi, nous puissions empêcher que cela puisse continuer. Il y a le docteur Denis Mukwege qui est parmi les indépendants. Nous allons y arriver. Monsieur Freddy Chouboboa, comment avez-vous aussi analysé la prolifération des candidatures à la présidentielle? Oui, d'abord, c'est notre constitution qui consacre cette indépendance d'esprit, cette démocratie que nous ne pouvons en aucun cas empêcher. Je pense que tout Congolais qui est motivé et qui remplit les conditions a le droit de se présenter comme candidat. Mais je pense que la question que l'on peut se poser, c'est pour quelle motivation? Qu'est-ce qu'il vient apporter de neuf? Quel est le discours? Parce qu'on n'est pas candidat pour être candidat, mais c'est parce qu'on est censé apporter des solutions aux problèmes. On a une alternative par rapport qui doit censé être crédible par rapport à ce qu'il y a. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bon, voilà, voilà ce que j'apporte, c'est différent de ce qu'il y a, ça peut nous faire avancer dans ça. Mais tant que il n'y a pas cette alternative, il n'y a pas cette offre politique, les restes, c'est seulement soit du populisme, soit du sable mouvant, ou soit de m'as-tu vu, ou alors, vous savez, parmi ce qui se passe, moi je situe les candidats. Avant de revenir au propos de Pablo, je situe les candidats à 4 niveaux ou plus. Il y a les candidatures réelles, des gens qui ont les soucis, des citoyens qui ont des offres politiques et qui réellement ont un engagement politique pour sortir le pays de quelque part. Il y a des candidats sous-traités qui viennent de plusieurs horizons avec des agendas cachés. Il y a des candidats opportunistes et il y a des candidats pour raison de la cause, des gens qui viennent faire des surenchères. Donc, le candidat réel, lui, son problème c'est son pays, son problème c'est le progrès, son problème c'est l'épanouissement, son problème c'est la protection, la sécurité de son pays. À la différence des autres, il n'a pas d'agenda caché. Il est panafricaniste, il est congolais, il aime son pays, il est patriote, il est nationaliste. Il a des sentiments, il a des idées, il a des propositions concrètes pour aider le pays à aller de l'avant. Celui-là, c'est un candidat réel. Nous avons des candidats sous-traités, ceux-là qui sont des marionnettes des Occidentaux, qui nous ramènent une forme de néocolonialisme. Et ces gens-là, qui sont des marionnettes fabriquées par l'Occident, vous savez, il y a plusieurs façons. On peut leur donner des prix, on peut leur faire ceci, on peut faire leur publicité, on peut
on les prépare déjà à quelque chose, à un au renommé et tout, Ok, vous avez pour les lancer. Et il y a des candidats des opportunités. Ce sont ceux-là qui amènent leur somme d'argent dans le jeu politique pour d'abord se faire un nom, se faire connaître et puis aller jouer les jeux politiques. Vous dites, bon, moi je suis candidat, je laisse pour toi, quand même derrière lui, il n'y a rien. Donc moi je suis candidat, je vais laisser pour toi. Bon alors en contrepartie, moi il serait ministre, moi il serait ceci, moi il serait cela. Il y a des candidats de surenchère, ces candidats de surenchère, comme ceux-là qui veulent tenir des dilatoires dans le procès politique, des victimisations. Alors, vous avez un procès en politique, vous avez un procès de biens de l'État, vous avez détourné, vous êtes supposé avoir détourné ou vous êtes présumé détourneur. Et vous créez un parti politique, vous vous proclamez candidat, et pour qu'on arrête des poursuites, pour qu'on dise non, c'est un acharnement. Donc, c'est justement ça, c'est que l'on voit. Mais je voudrais rentrer sur la notion du candidat unique. Vous allez continuer, Je rentre sur la question, je réponds à la question immédiatement à la question vous allez continuer candidat parce que unique. vous êtes déjà arrivé, Monsieur Pablo, parmi tous ces candidats, hein? Quel est ce candidat-là qui vous a vraiment touché au cœur? J'en arrive. J'ai parlé des candidats indépendants. Vous savez, dans notre système politique, c'est la majorité qui gouverne. Vous venez vous présenter en indépendant, vous n'avez pas de parti politique. Et donc, au cas où... Vous avez 5 minutes. Cas où vous seriez élu, vous n'auriez pas de majorité. Et donc, vous seriez un président de crise. Vous n'allez pas gouverner. Sans majorité, comment on peut gouverner? Le Premier ministre est investi par la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Maintenant, le Premier ministre avec qui vous allez travailler va être investi par qui? Les programmes qu'il va porter va être approuvé par quelle majorité? Je crois que des candidats indépendants sont dangereux. Vous parlez des cas par exemple de Martin Fayoulou ou bien les candidats indépendants? Non, Martin Fayoulou n'est pas... Bon, lui, son cas, c'est un cas insolite. Moi, je parle des candidats indépendants qui sont au nombre de 18. Voilà. Martin Fayoulou est un candidat de l'ECID. Voilà. Oui, l'ECID n'a pas pu déposer, l'ECID et alliés n'ont pas pu déposer leur candidature suite au fait que Martin Fayoulou avait refusé qu'il puisse le faire. Et les candidats indépendants, ils viennent avec des agendas cachés. Quels sont leurs projets de société? Il faut... Dans les cadres des partis politiques, on a des projets de société que l'on doit savoir qui est derrière ces candidats-là. Oui, ces projets de société sont réalisés par des programmes que l'on établit chaque quinquennat. Les programmes des gouvernements, c'est en fait une sélection d'un certain nombre d'éléments dans les projets de société par rapport à la réalité sur le terrain. Et ce sont ces éléments-là que vous allez appliquer pendant les quinquennats. Maintenant, ils n'ont pas de projet de société. Bon, ils vont travailler sur base de quoi? Ils ont des agendas cachés qui doivent faire peur. J'ai parlé de Dr Mukwege. Bon, pour lui, je vais parler je vais dire quoi? Postuler sans projet de société quand même. Projet de société, c'est vaste. Ce n'est pas à réaliser dans 10 ans ou dans 20 ans. Projet de société, c'est au fait les modèles de société que vous voulez mettre sur place. Mettre en place, voulais-je dire. Voilà. Les programmes des gouvernements, ça vient prendre quelques éléments, comme je viens de le dire, dans les projets de société, pour que ça puisse être réalisé pendant un quinquennat. C'est ça le programme des gouvernements. J'ai parlé de M. Mukwege. Mais sur quoi je vais parler un tout petit peu de sa formation? C'est un médecin. Il est formé pour les corps humains. Il n'est pas formé pour gérer l'État. Pour gérer l'État, il faut avoir des soubassements. La gestion de l'État, c'est pour des économistes, des politologues, des juristes et d'autres ressortissants des sciences sociales. Quand vous avez un médecin comme ça à la tête de l'État, mais il va avoir beaucoup de difficultés. Vous savez, un avion est conduit, dans un avion, voulais-je dire, un pilote a autour de lui des copilotes. Il n'y a pas un non-pilote avec autour de lui des copilotes. Puisque si on est dans une telle situation, le travail ne va pas se faire comme il se doit et il y aurait un crash. Et moi, je préconise le fait que nous puissions avoir des candidats qui sont formés pour pouvoir gérer l'État et qui évoluent dans les cadres des partis politiques.
Et concernant maintenant les 6 candidats qui sont portés par des partis politiques, je crois qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas dignes de pouvoir prétendre gérer l'État. Bon, Tshisekedi est déjà là à la tête de l'État, il a mal fait son travail, et donc, à mon avis, il ne pouvait plus se présenter comme candidat pour être élu comme président de la République. Il y a Matata Mponyo qui a eu à ruiner l'État, puisqu'il a eu à travailler avec un président qui ne comprenait pas grand-chose, et il a profité de cette situation pour pouvoir voler. Merci. Il y a les candidats que moi je trouve important et capable de pouvoir relever l'État, c'est Adolphe Muzitu qui a de l'expertise et une expérience politique susceptible de lui permettre de pouvoir être l'homme de la situation. Merci beaucoup, monsieur Pablo. Monsieur Freddy Tshibobwa, parmi ces candidats président de la République, quel est les candidats qui vous a plus touché? Merci. D'abord, avant d'y arriver, je reviens sur ce qu'a dit Pablo pour bien chuter avec mon candidat qui est connu, le champion Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est sans égal ni parmi les anciens présidents qui ont pu diriger ce pays, ni parmi tous les autres prétendants qui sont ses co-listiers ou ses coéquipiers ou ses adversaires politiques. Je vous dis, je vais chuter par lui, mais je voudrais d'abord revenir sur la question de la candidature indépendante. Non, il faut apprécier le cas des indépendants. Chaque cas, nous en droit, on dit que chaque cas c'est un cas clinique. Il ne faut pas généraliser, dire tout candidat indépendant n'a pas de sous-bassement politique. Non. Je vous donne par exemple le cas de mon champion, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est soutenu par plusieurs congrès de partis politiques intronisés comme candidat à la présidence. Et dans ces conditions-là, croyez-vous qu'il aille se présenter comme candidat de l'UDPS ou de l'une des plateformes ou des lignes de regroupement, de l'une des plateformes ou de l'un des regroupements? Non. Parce qu'il est soutenu par plusieurs partis politiques. Dans ces conditions-là, il ne peut pas faire le choix d'être le candidat d'un parti politique. C'est ainsi qu'il a fait le choix d'être candidat indépendant. C'est pour mettre tous ceux qui les soutiennent dans le même pied d'égalité, leur donner la même chance. Parce que s'il est candidat de l'UDPS, c'est-à-dire il donne plus de chances à l'UDPS qu'aux autres partis politiques. Alors qu'ils sont tous des l'union sacrée qui doit porter sa candidature. Or, l'union sacrée, même en portant sa candidature, n'a pas de personnalité juridique, n'est pas reconnue comme une formation politique. C'est un regroupement, une plateforme politique qui a plusieurs partis et regroupements. De ce fait, l'Union sacrée ne peut pas le déposer la candidature de Félix Tshisekedi parce qu'il ne peut pas y avoir une liste de l'Union sacrée. C'est à ce moment-là, Tshisekedi devrait se présenter comme pour couper court à tout ça, comme indépendant. Mais vous avez vu autour de lui, c'était l'Union sacrée. Et l'Union sacrée qui est une plateforme socio-politique qui a même une charte. Donc, contrairement au FCC qui était une plateforme politique sans charte. Jusqu'à aujourd'hui, le FCC n'a pas de charte. Donc, c'est-à-dire que même le mode de gestion de l'Union sacrée les modes de gestion de l'Union sacrée est consacré dans cette charte-là. Alors, c'est pour revenir pour dire, il faut apprécier chaque indépendant. Et Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui est né dans le milieu politique, qui a grandi, qui a le sang politique, qui connaît ce que c'est la gouvernance. Son père, qui était d'ailleurs un grand recteur dans ce pays, le premier recteur noir de ce pays, qui connaît la politique, le méandre politique, et je pense bien qu'il a été dans la meilleure école politique du monde, et même du pays, qui est l'UDPS, qui lui a appris la gouvernance par excellence et la gouvernance démocratique et un véritable état de droit. Je pense qu'au-delà de ça, il y a des candidats indépendants qui sont venus sans programme de gouvernance, et il y en a aussi qui ont des programmes de gouvernance que nous ne pouvons pas, mais ce n'est pas seulement parce que vous avez un programme de gouvernance que nous pouvons vous apprécier.
Mais aussi, il y a un problème de moralité, il y a aussi un problème de personnalité, il y a un problème d'engagement. Depuis quand tu es engagé en politique, pour que l'on puisse être rassuré que quand toi tu viens, tu vas faire ceci, cela. C'est comme le docteur Mukwege qui tombe comme une soupe et comme un cheveu dans la soupe. Et directement, qui veut nous faire croire que lui peut faire mieux que les autres qui se sont engagés en politique. Comme Félix Tshisekedi qui s'est battu à l'étranger comme vous ici avez au une pays. minute. Alors, et je voudrais dire que parmi les candidats, il y a le meilleur candidat qui a un score inégalé. Dans la gestion, un score inégalé. Quand vous prenez depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, le président qui a fait plus de réalisations, c'est Félix Tshisekedi. Dans quelques mois seulement, il a construit plus de 1180 écoles. Il y a plus de 700 centres de santé qui sont construits. 1018 écoles. Plus de 700 centres de santé qui sont déjà construits. Alors, des grands hôpitaux sont réhabilités. Je vous dis, depuis 1960, personne n'a construit un hôpital au Congo. Personne n'a construit un hôpital. Un hôpital. Quand on vous parle de quoi, de ces trucs de chinois ou quoi, ça s'appelle comment? Du côté de Camp Kokolo ici, ça s'appelle comment l'hôpital à cinquantenaire. Mais ça, on a réhabilité des bâtiments qu'on a trouvés. Mais voir l'hôpital comme Camp Kokolo, et Camp Tchachi, voir l'hôpital comme Mama Yemo, mais ça, c'est spécial. Soin de Al-Bumbachi qui a été réhabilité totalement, rendu moderne. Alors, regardez ce président-là qui nous a donné la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité, et vous pouvez les comparer avec quel fretin des candidats ici? Non. Merci beaucoup, monsieur Freddy Tshibwabwa, monsieur Pablo Mubungu. Vous avez suivi monsieur Freddy Tshibwabwa, mais regardons un peu sur la liste. Il y a deux candidats qui n'ont donc on n'a jamais entendu leur nom et qui n'ont peut-être pas encore travaillé dans la politique. Et aujourd'hui, ils se présentent comme candidats. Et il y a d'autres, si nous prenons le cas de Martin Fayoulou de l'ESID, qu'on peut annexer à ces gens-là parce qu'il n'a pas... Lui, bien sûr, il vient d'un parti politique, mais il y va sans députés nationaux. Comment vous avez aussi analysé cela? Bon, c'est suite à l'erreur qu'il a eu à commettre. Nous, on s'est dit que tout en revendiquant, on reste dans les processus, on n'y sort pas. Mais lui, il a réfléchi de telle manière que finalement, il avait décidé de sortir des processus et finalement, il nous a donné raison. Et puisqu'il est retourné, je ne suis pas... Nous sommes dans une année électorale. Il faut que je puisse vanter mon candidat. Je ne suis pas ici pour parler de Martin Fayoulou. Ici, nous parlons sur le fait, monsieur, parce que la campagne n'a pas encore commencé. Nous parlons sur le fait. Nous sommes déjà dans la période de pré-campagne. Donc, ici, je dois vendre mon candidat. Répondez à la question. Martin Fayoulou a commis l'erreur dont je viens de relever. Et bon, je pense qu'avec avec toutes ces erreurs, avec toutes les erreurs que nous lui connaissons, il ne mérite pas de pouvoir être le président de la République de ce pays. Et la personne qui est restée pertinent, qui est resté cohérent, c'est M. Adolphe Muzito, qui a eu à gérer de manière exemplaire. Et est vraiment implanté sur toute la République. Oui, aujourd'hui, Nouvel Élan est le parti le mieux implanté à travers toute la République. Nous avons des militants même à l'est du pays, même dans des endroits occupés par les M23. Nous avons des militants là-bas. Ah bon? Oui, nous avons des informations qui nous parviennent. Dernièrement, voulais-je dire, on avait congrès. Il y a eu des membres de l'est du pays qui étaient venus. Ils ont payé les transports. Et ils sont venus jusqu'ici à Kinshasa par avion. Nous sommes, je le réitère, les partis pour le moment le mieux implantés et notre candidat. Et le candidat qui est le plus capable pour pouvoir relever l'État. Vous savez, j'ai suivi tout ce que M. Tshibwabwa vient de dire à propos de M. Félix. M. Félix, il lui manque
la rationalité du développement de la RDC, avec la rationalité du développement du Congo, il faut avoir un schéma cohérent, un schéma réaliste. Dans les schémas réalistes, mais nous savons par où commencer pour pouvoir développer l'État. Il vient de parler de plus de 1000 écoles, c'est faux, ce n'est pas encore le cas. Il a parlé de la gratuité de l'enseignement, mais la gratuité n'est pas une fin en soi. La finalité, dans le cadre de la gratuité, c'est que nous puissions avoir un très bon niveau dans la formation des élèves. Parce que le domaine de l'enseignement était devenu un domaine des affaires. Avec la gratuité, on a voulu mettre fin à cela pour que nous puissions avoir un bon niveau. Parce que quand le domaine de l'enseignement était devenu pendant très longtemps un domaine des affaires, on n'a pas eu un bon niveau. Maintenant, la finalité, je viens de le dire, c'est les bons niveaux. Est-ce que nous en avons? On n'en a pas. Donc la gratuité est un échec. Dans ces pays, il faut commencer par la construction des routes. Puisque nous avons un espace aux parties disparates. On n'a pas un territoire réunifié. On n'a pas un territoire où la circulation peut se faire de manière cohérente, où l'économie peut prospérer. Il faut apporter l'électricité dans tous les villages dans ces pays. Vous savez, sur 100% des Congolais, il n'y a que 8% des Congolais qui ont de l'électricité. Comment on peut se développer? Pendant 5 ans, M. Félix Tshisekedi n'a pas pu apporter l'électricité partout où nous devons en avoir pour le développement du pays. Il n'y a pas de routes, il n'y a pas de chemin de fer. Et il faut une personne comme Adolphe Muzitu qui, avec son expertise et son expérience, est capable de pouvoir produire des politiques susceptibles de pouvoir relever l'État. Nous allons parler prochainement des 25 politiques qui constituent notre offre politique dans le cadre de cette campagne, dans le cadre de la gestion de l'État. Et c'est pour que nous puissions relever les pays. Nous connaissons les schémas, mais c'est Félix Tshisekedi fait un certain nombre de choses en désordre. C'est pourquoi, par manque de cohérence, il ne peut pas développer l'État. Merci beaucoup. Comme nous sommes dans cette période de l'après-campagne, quand nous allons arriver le 20 décembre, les Congolais puissent voter pour Adolphe Muzitu, puisque c'est la personne qui est, comme je viens de le dire, la plus capable pour pouvoir nous sortir de la situation où nous sommes. La situation où il y a le plaire et les grincements des dents. La situation où les Congolais ne savent pas nouer tous les débuts du mois. Voilà, c'est lui qui peut nous sortir de ça. Vous avez suivi M. Pablo Mubungu. Il y a 2 candidats qui n'ont jamais été connus. Et aujourd'hui, nous voyons seulement leur nom sur la liste des candidats présidents de la République. Quel conseil pouvez donner, même du côté de l'opposition, pour la création ou bien l'organisation, pour trouver un candidat commun de l'opposition? Écoutez, ils n'ont qu'à faire ça parce qu'ils seront battus à plate couture. Je ne sais même pas que Muzitu dont il parle ici aura même 5% de voix. Donc, ils seront battus à plate couture. Il faut qu'ils s'organisent. Ça, c'est leur quand moi, je peux pas entrer dans leur méandre. Mais ce que je voudrais, je dors debout là. Vous savez, je dors debout là. Je suis en face de quelqu'un qui connaît pas les réalités de son pays, qui connaît pas l'histoire de son pays. Dormir debout, que je voulais dire par là. Je voudrais dormir debout parce que il raconte ce qu'il raconte, qui n'a pas vraiment. Il se donne son point de vue. Écoutez, oui, son point de vue qui n'a pas. Oui, effectivement. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que avant de donner un point de vue, nous sommes au micro, il faut voir la réalité de son pays, il faut connaître ce qu'il y a pour que vous puissiez proposer ce que vous avez. Continuons. Je suis en train de dire ceci. Notre ami nous dit que ce pays, il y a 8%, un taux de 8% de gens qui ont l'électricité. C'est d'après quelles ressources, d'après quel agent? Vous n'avez pas d'informations. Alors, si toi tu n'as pas d'informations, et c'est inquiétant que vous puissiez parler politique. Je t'informe que ce pays, il y avait 15% de taux d'électricité que Tshisekedi a ramené aujourd'hui à 25% de taux d'électricité. Il y a pas mal de barrages qui ont été inaugurés. Et c'est quelqu'un qui est sur ce plateau ici, qui ne suit même pas l'information. N'attaquez pas la personne. Écoutez-moi, qui vous raconte
Parce que pas plus tard que hier, on a inauguré un barrage de 240 Bon, citez-nous des coins de la République qui n'étaient pas électrifiés, qui les sont aujourd'hui. Citez-nous les coins qui sont électrifiés aujourd'hui. Il y a Lancer qui a un programme d'électrification des milieux ruraux. Au moment où je vous parle, au Kasaï, dans le Grand Kasaï, on est en train d'électrifier dans le territoire avec l'énergie solaire. Messieurs sur le plateau, n'attaquez pas la personne. Bon, écoutez-moi. Il dit qu'il n'y a pas de route. Mais chaque jour, on inaugure des routes. Dernièrement, on est allé inaugurer une route de 120 km à Lubumbashi. Messieurs sur le plateau, on en a inauguré autant. Vous allez en Bouchement, il y a des routes qui poussent. Vous allez à Kananga, il y a des routes. Ici à Kinshasa, il y a des routes qui poussent. Et si on fait la sommation de toutes les routes, même là où il y a la guerre, à Beni et au Nord Kivu, il y a des routes qui poussent. Et il est là. Combien de kilomètres dans l'ensemble? Écoutez, continuez, monsieur Freddy. Monsieur. Bon, je sais que Dieu a trouvé les réseaux. Il nous faut combien de kilomètres de route nationale? Mais monsieur, je t'avais laissé parler. Tu dis des mensonges. Écoutez, vous avez la parole. Vous avez la parole, continuez. Il nous faut combien de kilomètres de route nationale? Et nous en avons déjà combien? 2 minutes, monsieur Freddy, continuez. Il n'a pas d'éléments. Il nous faut combien de routes nationales? Et nous en avons déjà combien? Continuez. Il nous faut combien de kilomètres de route et nous en avons déjà combien? Chers internautes, vous avez vous-même remarqué. Vous avez vu que vous avez remarqué que monsieur Pablo Mubungu et monsieur Freddy Tshibouaba vous n'avez aucune critique au débat. Vous pouvez continuer. Bon, s'il vous plaît. Alors, c'est par ici que nous allons mettre fin à cette émission Noir sur Blanc. Je suis en train de parler. C'est une émission qui passe chaque mardi sur la télévision numérique. Je n'avais même pas encore parlé de ton Mouzit tout là-bas. Noir sur Blanc, c'est pour vous donner les informations, pour vous donner les analyses bien vérifiées sur la situation politique du pays. Noir sur Blanc, nous sommes là pour travailler pour vous. Aujourd'hui, nous avons reçu monsieur Pablo Mubungu. Il est cadre et communicateur de Nouvel Élan de Adolphe Mouzito. Monsieur Pablo Mubungu, merci d'être venu. Je vous en prie, messieurs les journalistes. Et je voulais présenter toutes mes excuses aux co-débatteurs. Je suis intervenu parce que vous étiez en train de dire des mensonges. Merci beaucoup. Et pour que la population ne soit pas mal informée, il a fallu que je puisse intervenir. Freddy Tshibouaba, il est coordonnateur de l'UCR, Union Congolaise pour la République. Monsieur Freddy, merci d'être venu. Bon, merci. Je m'en moque. Vous savez, le plateau, il faut avoir d'abord le minimum de tolérance, le minimum d'information et le minimum de démocratie. Merci. Pour venir sur un plateau. Merci Quand beaucoup. on n'a pas ces notions, je crois qu'on vient seulement pour déranger. Chers téléspectateurs, chers internautes, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Nous étions bien servis derrière la caméra par notre bien-aimé. Il s'appelle bien Hilaire Nyoka. Moi, je m'appelle John Elimboui. Merci et au prochain numéro.